il y a 3 clés. La première, c'est donner la confiance et le sens. Je dis la confiance et le sens parce que le sens donne de la confiance. Et le sens, c'est quelque chose d'important, c'est que tout le monde partage à quoi on sert et à quoi sert l'entreprise et vers là où on va. On voit aujourd'hui que de plus en plus les entreprises disent qu'elles veulent devenir des entreprises à mission et le sens c'est quelque chose de très important dans les entreprises à mission. Deuxième clé pour moi, c'est l'autonomie. Et attention parce que l'autonomie ça ne veut pas dire l'indépendance, ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut. Mais l'autonomie c'est le moyen de donner à chacun la liberté d'agir dans son domaine tout en fixant un cadre. Je donne un exemple comment je fonctionne moi avec mes équipes. Je leur dis le terrain de tennis, les lignes elles sont faites, les règles elles existent. Mais par contre, pour réussir, c'est vous qui faites les passings. Donc c'est à chacun de savoir comment il agit à son niveau. Et c'est facile de bien comprendre comment fonctionne l'autonomie, c'est-à-dire vraiment que chacun sache dans quel cadre il peut agir et quelles décisions il peut prendre. Et une fois qu'on a le sens et qu'on a l'autonomie, pour moi la troisième clé qui fait que ça fonctionne, c'est la solidarité. Et la solidarité, ça veut dire que quand quelqu'un a un problème, celui qui est à côté, plutôt que de dire c'est bon, il va se planter, il a envie de le sauver. Et c'est en développant ces 3 items, c'est même pas des critères, que ça permet d'avoir un management efficace et une entreprise qui fonctionne. Je pense que pour être un bon manager, il faut être soi-même, avec sa personnalité. Et on ne peut pas se changer, on est comme on est, et donc il faut rester soi-même. Et puis, il ne faut jamais porter de jugement. Et donc, j'ai pas le droit de dire que ce que vous faites, c'est nul. Par contre, je peux vous dire, ce que vous venez de faire là, à moi, ça ne me satisfait pas. Et ce n'est pas la même chose. Donc, un bon manager, pour moi, il doit en même temps donc, concilier bien sûr la clarté des objectifs, mais aussi être capable de faire du feedback, que ce soit un feedback positif, et il ne faut pas l'oublier, mais aussi un feedback négatif quand les choses ne vont pas, avec une vraie volonté d'aider la personne avec qui elle travaille, la personne que le manager manage, à tirer le meilleur de lui-même et à réussir. Donc il n'y a pas de formule idéale pour résumer, mais il faut toujours, et ça c'est important, être là en soutien et ne pas porter de jugement. Et moi je dis qu'un bon manager, un bon chef, vous savez comment ça se voit? Ça se voit parce que tout le monde sait que c'est lui, sans qu'il ait besoin de porter le brassard de capitaine. Alors je ne sais pas si on peut parler d'un bon management. Moi je parlerais plutôt d'un management adapté. Parce que le rôle de manager, c'est justement de s'adapter à des situations et de s'adapter à des organisations si les fondamentaux sont toujours les mêmes. Je répète, la sincérité, la clarté, le respect et le feedback. On ne manage pas de la même façon des équipes marketing que des équipes de production. Et ce n'est pas du tout péjoratif. Ça veut dire que derrière, le management doit être adapté. Et donc un bon manager, pour moi, c'est celui qui arrive à bien comprendre. Parce que une des qualités fortes d'un manager, c'est l'écoute. Et l'écoute, c'est très complexe. Pour tout le monde, c'est très complexe. Parce que c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on écoute. Et l'écoute, elle peut être sélective. C'est-à-dire souvent, quand on écoute, on n'entend que ce qu'on a envie d'entendre et que ce qui nous fait plaisir. Alors qu'un manager, dans l'écoute, il doit arriver à capter tous ces signaux faibles. Parce que le rôle de manager, et un bon manager, c'est justement avec son collaborateur, de trouver ces signaux faibles et de voir comment il peut l'aider à corriger ce qu'il doit corriger, à développer ce qu'il doit développer et à rester
performant là où il est performant. Donc voilà, donc je dirais, un bon manager pour moi, c'est celui qui est capable, chez ses collaborateurs, d'arriver à trouver le bon équilibre entre la façon dont ils fonctionnent aujourd'hui, la façon dont ils pourraient les amener à fonctionner différemment demain, et puis finalement, moi je pars de ce principe, c'est que le plaisir est important, donc un bon manager pour moi, c'est ce qui fait que dans le travail, mais bien sûr dans la réalisation des objectifs, on prend du plaisir. J'ai repris la direction d'une filiale qui s'appelle Meleva en 2015. C'était une très belle filiale, une centaine de personnes, mais je me suis tout de suite rendu compte que le mode de fonctionnement n'était pas adapté pour moi au développement de cette entreprise. Je m'explique. C'était un mode de fonctionnement, comme dans beaucoup d'entreprises, très siloté, le marketing, la facturation, le commerce. Les locaux, alors aujourd'hui ça a changé, mais ils n'étaient pas adaptés. Moi j'appelais ça le catras, c'est-à-dire un grand couloir avec des bureaux de 2 personnes. Et c'est un signe ça, parce que pour que ça fonctionne, il faut que les gens, donc je reviens à mes 3 fondamentaux, et là en particulier l'autonomie, que chacun puisse savoir ce qu'il a à faire et qu'il mesure bien les interactions avec les autres. Et donc, on a fait beaucoup de choses, on a travaillé, parce que la première des choses importantes pour transformer, c'est le comité de direction. Si dans le comité de direction, il n'y a pas ce mode de fonctionnement, je répète, de sens, d'autonomie et de solidarité, ça se voit tout de suite. Et alors, je vous donne un exemple vraiment qui m'a marqué, c'est le service client. Donc on avait une trentaine de personnes au service client, on est en 2015, je rappelle, donc les outils ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, etc. Et le service client était organisé, comme dans beaucoup d'entreprises, en fonction de l'interne. Donc il y avait une personne qui s'occupait de la facturation, une des contrats, une des réclamations, voilà. Et donc on a décidé de travailler pour dire, ben, on va changer, on va se tourner vers les clients, et du coup on va avoir un gestionnaire de clients. Alors aujourd'hui, ça peut paraître à tout le monde normal, mais ce que je voudrais bien faire partager avec vous, c'est cette transformation et comment on en arrive là. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, toute façon, même s'il n'y a qu'une personne en contact du client, elle a besoin des autres services. Donc la première chose que l'on a faite, c'est déjà d'accompagner. Donc, vous savez, quelqu'un qui pendant 20 ans a fait que des contrats, prendre en charge un client, lui parler au téléphone, lui vendre d'autres choses, gérer ses réclamations. Donc il y a un gros travail d'accompagnement. Et deuxièmement, pour que ça fonctionne, il faut que derrière, ce soit fluide entre les équipes. Et donc de l'autonomie, jusqu'à quel point il peut décider, est-ce qu'il peut autoriser un remboursement, oui ou non. Et c'est ça que l'on a mis en place. Et vous comprendrez tout de suite ce que je suis en train de dire par rapport à l'autonomie et d'un service client. Ben, vous avez qu'à appeler, rappelez-vous de quelques services clients que vous appelez, dans certains opérateurs plutôt que d'autres, et vous comprenez tout de suite pourquoi à l'autre bout il y a quelqu'un d'autonome ou pas d'autonome. Soit on vous répond à votre problème tout de suite, on vous rembourse ou on le règle, soit il faut faire appel à quelqu'un d'autre, et là vous avez tout de suite compris qu'on n'est pas dans ces logiques d'autonomie. Donc voilà, donc je pense que l'intérêt de ce type de fonctionnement, l'intérêt de ce... Là je parle d'un service client, mais c'est vrai sur tous les services, ben, c'est de mettre en place ce que j'ai dit au début, de rendre les gens autonomes et en même temps du coup qu'ils puissent travailler ensemble tout en étant solidaires. Alors, ça c'est un vrai sujet parce que tout le monde parle de l'esprit start-up. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'esprit start-up et c'est très très bien. Mais moi je suis persuadé que tant qu'on peut dire bonjour en réalité tous les jours, et je pense qu'au-delà de 25 personnes, c'est très difficile de dire bonjour. Quand je dis bonjour, ça veut dire non pas bonjour, bonjour, bonjour. Ça veut dire qu'on connaît les gens. Et là, ça veut dire que la cohésion, elle se fait pratiquement toute seule. Et il n'y a même pas besoin de règles, de process, tout fonctionne. Alors comment on fait maintenant? Quand on passe de 25 à 100, à 200,
Il y a sûrement plusieurs solutions. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut réfléchir dans notre organisation à justement ces petites unités autonomes. Comment on fait pour avoir des unités qui sont responsables d'un sujet et qui, en même temps, bien sûr, ont besoin des autres, mais qui ont un cadre de fonctionnement qui leur permet de prendre des décisions. On n'est pas agile à plus d'une vingtaine ou 25 personnes. Donc, en mettant en place ce type d'organisation, c'est pas obligé que ce soit toujours des business units, ça peut être des services, et du coup, l'organisation globale, et ça se fait par le sens et la solidarité, elle doit se focaliser sur le mode de fonctionnement entre les unités. Et c'est là que ça se joue. Et d'ailleurs, dans les objectifs que l'on donne à chacun, faire ce qu'on a à faire dans son unité, c'est bien, mais celui qui réussit, celui qui doit normalement avoir le plus de récompenses, c'est celui qui a le meilleur fonctionnement avec les autres en interaction. Et donc voilà. Donc ce que je pourrais dire autour de ça, c'est que globalement, garder cet esprit de petites unités dans les grandes entreprises, ça peut se faire en réfléchissant à la maille d'autonomie et en mettant en place des objectifs qui permettent d'avoir un fonctionnement entre les différents services solidaires, comme je le disais. Alors déjà, la première chose, c'est que le monde il est devenu hybride. Donc, et ça va continuer. Donc on pourrait penser, avec ce qu'on vient de vivre, que finalement, moi je l'entends beaucoup, oui, la distance, ça tue la relation, on n'a plus les mêmes façons de fonctionnement, on réglait des choses à la machine à café, etc. C'est vrai. Mais quand on se prend un peu de recul et qu'on regarde par rapport à ce que je dis toujours, je reste sur mes trois, le sens, l'autonomie et puis la solidarité. Finalement, le mix entre hybride et physique, pour moi, est un atout. Parce que quand on est en hybride, en visio, finalement, qu'est-ce qu'on a fait tous pendant qu'on était confinés? On a pris plus de temps d'échange avec nos collaborateurs qu'on le faisait quand on était dans les bureaux. Avec des temps dédiés et des temps un peu minutés, puisque en visio... et du coup, finalement, ça a un peu obligé chacun à se concentrer, d'abord on écoute, sur ce que je disais tout à l'heure, et sur les choses importantes que l'on a à dire, les objectifs que l'on a à mener, etc. Donc on a perdu, et c'est ça qu'il faut retrouver en physique, et j'y reviendrai, des relations de façon instantanée, etc. Mais on a gagné, et c'est comme ça qu'il faut travailler pour moi, on a gagné en relation, en profondeur, et aujourd'hui, on a gagné aussi du temps, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde en visio, les réunions, elles sont quand même, je sais pas, en physique, les réunions, elles commencent jamais à l'heure, finissent jamais à l'heure. En visio, c'est tout le temps. Donc ça nous a obligé à une certaine autre façon de travailler. Maintenant, on ne peut pas être toujours en visio. Et vous voyez de la façon dont je bouge mes mains, voilà, moi je suis assez tactile. Et donc il faut bien qu'on se voit et qu'on se parle en réel. Mais du coup, ce que nous on a travaillé, enfin, donc dès mai 2020, on a lancé un programme qu'on appelait Travailler autrement. Et la première question que moi j'ai posée à mes collaborateurs qui travaillaient sur ce sujet, c'est que vous devez réfléchir à, si vous revenez au bureau, c'est pour y faire quoi? En clair, non pas est-ce qu'on vient au bureau ou est-ce qu'on reste. J'ai dit, si on vient au bureau, c'est pour faire quoi? Et du coup, on a listé un certain nombre de tâches. Vous voyez, par exemple, si vous venez au bureau, pour vous enfermer dans un bureau et être en visio toute la journée, il vaut mieux pas venir. Et donc finalement, ça a déclenché des moments de travail différents, des réunions, bien sûr, où on est obligé d'être en physique, des moments de convivialité. Et on a pu garder quand même des moments en visio pour traiter d'autres sujets, et il y a des sujets qu'on peut traiter très facilement. Donc le management dans le mode hybride, pour moi, on garde les fondamentaux, tels qu'on en a parlé depuis le début, et on adapte ces relations en fonction de ce que l'on doit traiter ou de la façon dont on doit échanger au mode visio ou au mode physique.
Et en même temps, ça me permet de temps en temps, je reviens à ce que je trouve moi très important dans la vie d'entreprise et du coup dans le management, au plaisir. Et c'est vrai que quand on est en physique, on peut avoir plus de convivialité et plus de plaisir.